un secret déchirant éclate, secouant le monde. Graça Machel, celle qui a partagé les dernières années de Nelson Mandela, brise un silence de plusieurs décennies pour révéler une vérité bouleversante. Leur amour fut un refuge face à la douleur, forgé dans les flammes du sacrifice et de la résilience. Pourquoi, à 79 ans, dévoile-t-elle l'homme derrière la légende, celui qu'elle a aimé dans l'ombre des projecteurs, loin des jugements cruels? Est-ce pour protéger son héritage ou pour revendiquer sa propre voix, trop longtemps éclipsée par le mythe? Plongée dans une saga épique où l'amour véritable, la trahison cinglante, les scandales publics et les luttes intimes s'entrelacent dans une fresque humaine, aussi tragique qu'inspirante, qui résonne avec l'âme de l'humanité. Bienvenue sur Infinite Star, où nous donnons vie aux destins extraordinaires qui ont façonné l'histoire. Si vous êtes captivé par les récits d'amour indomptables, de combats acharnés et de triomphes face à l'adversité, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans cette histoire vibrante, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel est une ode universelle à la résilience, à l'amour et à l'humanité qui transcendent les frontières et les époques. Préparez-vous à être ému, à être inspiré, et à découvrir l'homme et la femme derrière les légendes. Allons-y. En 1990, lorsque Nelson Mandela, libéré après 27 ans de prison pour son combat contre l'apartheid, posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, une force invisible attira Graça Machel vers lui. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un appel du destin, une intuition profonde qu'un moment décisif se profilait. Mandela, alors âgé de 72 ans, était bien plus qu'un homme, il était une icône mondiale, le premier président noir d'Afrique du Sud, un symbole de résilience dont le nom résonnait comme un cri d'espoir à travers les continents. Graça, 45 ans, était une héroïne à part entière, une femme d'État redoutable, ancienne ministre de l'Éducation du Mozambique, veuve du président Samora Machel, et une militante infatigable pour les droits des enfants et l'éducation. Leur rencontre, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation, n'avait rien d'un conte romantique. Pas d'étincelles visibles, pas de gestes ostentatoires. C'était une reconnaissance silencieuse, une connexion subtile entre deux âmes marquées par des décennies de lutte, de sacrifices et de pertes déchirantes. Leur relation débuta dans l'ombre, loin des regards indiscrets de la presse. Ils échangeaient des lettres manuscrites, partageaient des dîners discrets, discutant avec passion des droits des enfants, des espoirs fragiles de l'Afrique australe, et de l'éducation comme fondement de la liberté. Sous ces conversations formelles, un lien plus profond se tissait, une compréhension mutuelle née de leurs expériences communes, le poids écrasant du leadership, la douleur du deuil, et la solitude qu'entraîne une vie dédiée à une cause plus grande que soi. Lorsque les rumeurs de leur relation commencèrent à circuler, le monde fut pris de court. Mandela, approchant les 80 ans, était perçu comme un sage intouchable, presque divin, dont la présence apaisait les nations. Graça, 27 ans plus jeune, était une femme d'État respectée, mais leur union semblait improbable, voire suspecte pour certains. Était-ce un amour véritable ou une alliance stratégique entre deux figures publiques habituées aux projecteurs? Les murmures et les critiques fusaient, alimentés par les spéculations sur leurs différences d'âge et leur statut. Mais Mandela, rompu au jugement de l'opinion publique après des décennies de lutte, et Graça, souvent réduite à ses mariages avec des hommes puissants, refusèrent de laisser les commérages dicter leur histoire. Leur lien s'approfondit non pas sous les feux des projecteurs, mais dans la quiétude du quotidien, dans des moments d'intimité où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des attentes du monde. Le 18 juillet 1998, jour des 80 ans de Mandela, il demanda à Graça de l'épouser lors d'une cérémonie intime, entourée uniquement de leur famille et de leurs amis proches. Le monde extérieur explosa en une frénésie médiatique, avec des titres sensationnalistes et des débats sans fin sur la nature de leur union. Mais pour eux, ce moment marquait l'aboutissement d'une fondation déjà inébranlable. Graça trouva en Mandela un partenaire qui la considérait comme son égal, un homme dont l'humour malicieux et la tendresse adoucissaient les cicatrices d'une vie de combat. Mandela, lui, découvrit en Graça une femme d'une intelligence rare, une compagne qui apportait stabilité et douceur dans le crépuscule de sa vie. Leur amour n'était pas un conte de fées romantique, mais un partenariat profond, ancré dans un respect mutuel à une étape de la vie où la véritable valeur de la compagnie devient un trésor inestimable. Comme Graça le confiera plus tard, leur lien n'était pas construit sur l'illusion ou la dépendance, mais sur une complicité rare, un cadeau précieux dans un monde qui les observait sans cesse. Lorsque Graça Machel devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde entier le vénérait comme une figure quasi divine.
Lauréat du prix Nobel de la paix, père de l'Afrique du Sud libre, il était un symbole de réconciliation dont la simple présence semblait apaiser les tensions des nations. Mais pour Graça, il n'était pas le mythe intouchable que le monde adulait. Derrière les portes closes, loin des caméras et des discours, Mandela était un homme ordinaire, avec ses failles, ses habitudes et ses moments de vulnérabilité. À la maison, il taquinait Graça sur sa cuisine, laissant échapper un rire espiègle lorsqu'elle feignait l'indignation. Il abandonnait ses chaussettes dans la chambre, insistant avec une obstination charmante qu'il les ramasserait plus tard. Chaque matin, il lisait les journaux à voix haute, sa voix grave résonnant dans leur maison, même lorsque sa vue déclinante rendait l'exercice difficile. Têtu comme il l'était, il repoussait les appareils auditifs prescrits par ses médecins, affirmant avec un sourire qu'il allait parfaitement bien. Graça, avec une patience teintée d'humour, le convainquait doucement de les remettre, révélant une complicité qui transcendait leur statut public. Mais Mandela portait aussi les cicatrices invisibles de ses 27 années de prison à Robben Island, où il avait enduré des travaux forcés sous un soleil brûlant. Les nuits sans sommeil étaient fréquentes, hantées par les souvenirs des camarades tombés, des éclairs de violence, et du poids écrasant des choix qu'il avait faits en tant que leader. Dans l'intimité, il se confiait à Graça, révélant des doutes que peu pouvaient imaginer. Avait-il fait assez pour réparer l'Afrique du Sud ? Avait-il sacrifié trop de temps avec ses enfants pour la cause ? Ces moments de vulnérabilité, réservés à l'intimité de leur foyer, montraient un homme qui luttait encore avec le coût de ses décisions. Pourtant, même dans ces instants lourds, son humour juvénile perçait, illuminant leur soirée. Il lançait des blagues maladroites, taquinait Graça sur des détails insignifiants, et trouvait une joie pure dans les choses simples, un rire sincère, un moment partagé, un regard complice. Graça décrivit souvent ce rire, pas celui des visites d'État, mais un éclat spontané, presque enfantin, qu'il réservait à la maison. Pour un homme que le monde voyait comme du granit, elle le connaissait comme joueur, tendre, parfois fragile, un être humain loin de l'image monolithique des statues. Leur vie privée n'était pas faite de grandeur ou d'illusions. Elle était tissée de longues conversations dans leur jardin, où ils discutaient de l'avenir de l'Afrique sous les étoiles. Ils partageaient des repas simples, riant des petites manies de l'autre. Ensemble, ils voyageaient pour assister à des conférences internationales, mais Graça veillait toujours à préserver son identité. « Je n'étais pas seulement sa femme », déclara-t-elle un jour avec une fermeté empreinte de fierté. « J'étais moi-même avant lui, et je suis restée moi-même avec lui. » Lorsque la santé de Mandela commença à décliner, Graça devint plus qu'une compagne, elle devint son ancre. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions de spectateurs à travers le monde la virent soutenir délicatement son bras, guidant avec douceur cet homme autrefois indomptable. Ce geste, simple en apparence, était un acte d'amour profond. En privé, elle confia en 2009 à une chaîne sud-africaine, la voix brisée par l'émotion. « Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle s'éteint peu à peu. Vous savez que c'est la vie, mais cela brise le cœur. » Ces moments révélaient la douleur intime de voir un géant s'effacer, une épreuve que Graça affronta avec une force silencieuse. Graça Machel, une héroïne indomptable. Graça Machel n'a jamais été une simple compagne dans l'ombre de Mandela. Née le 17 octobre 1945 dans le Mozambique rural, elle entra dans le monde sous le signe de la tragédie. Son père mourut 17 jours avant sa naissance. La plus jeune de 6 enfants, elle grandit dans une mission catholique, confrontée dès son plus jeune âge aux injustices de l'Afrique coloniale. Mais Graça refusa de se plier aux limites imposées aux filles noires de son époque. Avec une détermination farouche, elle obtint une bourse pour étudier à Lisbonne, une opportunité rare pour une femme africaine. Là, elle maîtrisa 6 langues: portugais, français, allemand, espagnol, italien et son Xitsonga natal, et s'engagea dans des cercles étudiants anticoloniaux. Ces années à l'étranger forgèrent sa conscience politique, l'exposant à l'arrogance du pouvoir colonial et renforçant sa résolution de lutter pour la liberté de son peuple. De retour au Mozambique, elle rejoignit le Frelimo, le mouvement de libération, enseignant comme institutrice tout en soutenant la lutte pour l'indépendance, risquant sa vie pour un idéal plus grand. En 1975, lorsque le Mozambique obtint son indépendance, Graça, à seulement 30 ans, fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture, devenant la première femme d'Afrique indépendante à occuper un tel poste. Le défi était immense, moins de la moitié des enfants étaient scolarisés. Avec une vision audacieuse, elle lança des campagnes d'alphabétisation massive, ouvrit des écoles dans les zones rurales et fit progresser l'éducation des filles. En quelques années, le taux de scolarisation explosa, atteignant 90% pour les garçons et 75% pour les filles,
transformant radicalement la vision du Mozambique sur l'éducation. Son premier mariage avec Samora Machel, premier président du Mozambique, fut une union d'idéaux autant que d'amour. Ensemble, ils rêvaient de reconstruire un pays libéré du joug colonial. Mais en 1986, la tragédie frappa. Samora mourut dans un crash aérien suspect près de la frontière sud-africaine, laissant Graça veuve avec 2 jeunes enfants. Ce deuil aurait pu la briser, mais elle choisit de transformer sa douleur en action. Dans les années qui suivirent, Graça devint une voix mondiale pour les enfants et les réfugiés. Son rapport révolutionnaire pour l'ONU en 1996 sur l'impact des conflits armés sur les enfants alerta le monde sur les victimes oubliées des guerres. Elle reçut des distinctions prestigieuses, le Africa Prize en 1992 pour ses efforts contre la faim, la médaille Nansen de l'ONU en 1995 pour son travail humanitaire, et un titre de dame commandée de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II en 1997. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à Londres en 2012, et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. Avec Mandela et Desmond Tutu, elle cofonda The Elder en 2007, un groupe s'attaquant aux crises mondiales, du Moyen-Orient au mariage des enfants. Graça resta fidèle à sa mission, défendre les droits des femmes, la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes, prouvant qu'elle était bien plus que l'épouse de 2 présidents. « J'ai aimé de grands hommes, dit-elle un jour, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. » Au fil des années 2000, la santé de Nelson Mandela déclina inexorablement. Après des décennies de travaux forcés à Robben Island, où il cassait des pierres sous un soleil implacable, son corps portait les stigmates de l'âge et des épreuves. Graça, qui l'avait vu marcher avec assurance sur les scènes mondiales, le regardait désormais lutter contre sa propre fragilité. Il résistait aux aides médicales, refusant les cannes ou les fauteuils roulants, repoussant les inquiétudes des médecins avec une fierté têtue. Graça, à la fois patiente et ferme, devait équilibrer son amour pour sa dignité et son besoin de protection. En public, il restait le sage souriant, mais en privé, il était un mari vieillissant, oubliant parfois des noms, égarant des objets, cherchant le réconfort de sa compagne. Ces moments révélaient une vulnérabilité qu'il réservait à Graça, une facette cachée du héros. Lors de la Coupe du monde de la FIFA en 2010 à Johannesburg, le monde entier vit Graça soutenir délicatement son bras, guidant avec tendresse cet homme autrefois indomptable. Ce geste, simple mais puissant, était un acte d'amour pratique, loin des symboles. En privé, elle confia à une chaîne sud-africaine en 2009, la voix empreinte de douleur contenue, cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle s'éteint. Vous savez que cela doit arriver, mais cela fait encore mal. La réalité privée était plus dure que ce que le public imaginait. Le 5 décembre 2013, Mandela s'éteignit à 95 ans d'une pneumonie dans leur maison de Johannesburg. Le monde entier entra en deuil. Des chefs d'État affluèrent, des convois de sécurité envahirent les rues, et une cérémonie mémorielle réunit des millions. Barack Obama prononça un éloge vibrant, des chants résonnèrent, et l'homme connu sous le nom de Madiba fut célébré comme un mythe. Mais pour Graça, ce spectacle semblait étrangement creux. Elle se tenait près du cercueil, digne dans son silence, observant des dirigeants rivaliser pour louer un homme qu'ils connaissaient à peine. Pour elle, Mandela était l'homme qui embrassait son front avant de dormir, qui plaisantait maladroitement à table, qui griffonnait des mots d'amour d'une main tremblante. Son chagrin était intime, impossible à capturer par le théâtre politique. Après la mort de Mandela, Graça se retira de la vie publique, portant son chagrin dans un silence digne. Réduite par beaucoup au rôle de « veuve digne », elle refusa cette étiquette réductrice. Pendant des années, elle parla peu de Mandela, laissant le monde pleurer tandis qu'elle affrontait le vide de leur maison. Lorsqu'elle prit enfin la parole, ce fut pour rétablir une vérité essentielle. Nelson n'était pas parfait, confia-t-elle dans une interview franche, la voix empreinte d'amour et de lucidité. Il était bon, profondément bon, mais il luttait avec son tempérament, avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, avec le fardeau d'être toujours meilleur que les autres. Ces mots n'étaient pas une critique, mais un acte d'amour. En humanisant Mandela, elle voulait montrer que sa grandeur ne venait pas de la perfection, mais de sa persistance à choisir le courage malgré ses doutes et ses peurs. Elle craignait que le mythe de Madiba, sanctifié par les statues, les noms de rue et les discours, n'efface l'homme qu'il était, rendant son exemple inaccessible aux gens ordinaires. Pour Graça, séparer le mythe de l'homme n'était pas une trahison, mais une célébration de son humanité.
Grace a poursuivi son combat à travers le Grâce Machel Trust, bâtissant des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines, luttant pour la santé maternelle et infantile, et encadrant une nouvelle génération d'activistes. À Kigali, lors d'un discours inaugural, elle déclara avec passion « Les femmes ne sont pas seulement des réceptacles de grandeur. Nous sommes des faiseuses d'histoire, des architectes du changement. » Son activisme s'étendit au changement climatique, où elle appela à inclure les jeunes dans les débats politiques, avertissant que détourner l'aide de l'éducation vers l'adaptation climatique était inacceptable. En 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, aux côtés de Cyril Ramaphosa et Barack Obama, elle écouta les hommages à son mari devant 15 000 personnes. Mais son regard trahissait une vérité intime. Elle seule connaissait l'homme derrière le héros, celui qui se fatiguait le soir, qui avait besoin d'amour et de rire autant que de respect. Son propre héritage ministre, humanitaire, chancelière brille indépendamment, un témoignage de sa force indomptable. L'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel est une fresque d'amour, de sacrifice et de résilience. Mandela, avec ses luttes et sa bonté, reste une légende intemporelle, mais c'est l'homme imparfait, celui qui doutait, qui riait, qui aimait, qui rend son héritage si puissant. Graça, avec sa force et son indépendance, prouve que les femmes peuvent façonner l'histoire sans se perdre dans l'ombre des géants. Leur amour, bâti sur le respect et la complicité, montre que la grandeur naît de l'humanité, pas de la perfection. Graça continue d'inspirer, rappelant au monde que les héros sont des êtres humains, imparfaits mais capables de changer le cours de l'histoire par leur courage persistant. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle espérait laisser derrière elle, Graça répondit avec une pause réfléchie, que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un, j'étais l'avocate, l'enseignante, le miroir de quelqu'un. Que pensez-vous? Voir nos héros comme des humains les rend-ils plus inspirants? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce récit vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent l'humanité et la résilience. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage émouvant. À bientôt pour une nouvelle aventure.